Bienvenue à cette édition d'actualité sur BSC TV, dont voici les principaux titres. C'est dans l'attente d'un gouvernement d'union nationale prévu pour ce 14 novembre que le président Joseph Kabila Kabange a reçu dans la matinée de mai de Matata Ponyo sa démission et celle de son gouvernement au Palais de la Nation. Une première phase qui ouvre l'échéance de la publication d'un nouveau gouvernement qui assumera ses fonctions pendant la période de transition. Après 3 semaines de travail à Kinshasa, Tony Bolamba regagne sa terre natale sous un accueil chaleureux réservé par les siens, content de les retrouver. Le gouverneur de l'Équateur profite de ces retrouvailles pour lever l'équivoque de rumeurs selon lequel il ne retournerait plus à l'Équateur après l'annonce faite par la direction de migration de l'aéroport d'Andjili. Et enfin, les léopards de la RDC ont franchi les caps de la deuxième journée des éliminatoires mondiales Russie 2018 après sa victoire face au Sili guinéen à Conakry. En attendant ces matchs allés de la 3e journée qui opposera les léopards de la RDC à la Tunisie, les léopards confirment leur première place dans le groupe A. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu ce lundi 14 novembre à 10h le Premier ministre Matata Ponyo au Palais de la Nation. Matata Ponyo est allé remettre sa lettre de démission ainsi que celle de son gouvernement. Rappelons qu'après l'accord politique signé le 18 octobre, un nouveau gouvernement issu du dialogue doit être rendu public ce 14 novembre. Dans une déclaration, le Premier ministre sortant s'est dit vouloir se conformer à l'accord politique issu du dialogue politique pour la formation du futur gouvernement. Il s'y est de noter que le Rassemblement a annoncé le dimanche dernier qu'il n'adhérera pas à ces protocoles d'accord. Il se peut que le président de la République nomme le formateur du gouvernement aujourd'hui en vue de la formation du gouvernement issu de l'accord conclu au dialogue. Ainsi, il pourra lui-même identifier une nouvelle majorité aux contours déjà connus et accélérer la formation du gouvernement. Annoncé pour arrêter par la Direction générale de migration à l'aéroport international de Ndjili et par conséquent ne reviendra plus à l'Équateur, Tony Bolamba a regagné sa terre natale ce samedi 12 novembre 2016. Après 3 semaines de travail à Kinshasa, siège des institutions, le gouverneur de l'Équateur a atterri sur le coup de 15h10 à l'aéroport de Mbandaka. Au pied de l'avion, notables, ministres et autres personnalités sont venus l'accueillir. Aussitôt arrivé, Tony Cassius Bolamba s'est mis à inspecter les travaux d'aménagement de l'aéroport de Mbandaka qui avance à un rythme voulu. Comme dans ses habitudes, le gouverneur de l'Équateur a voulu palper du doigt les réalités de sa province et rencontrer ses administrés. Surpris, ces derniers lui ont réservé un accueil spontané et chaleureux juste par le fait qu'ils aient entendu de bouche à oreille que le gouverneur est arrivé. Jeunes et vieux, femmes et enfants ont tous voulu rencontrer Tony Bolamba qu'il surnomme Calme Yaba Kanja. D'aucuns même sont venus lever l'équivoque sur la rumeur de son arrestation. Habitué à vivre avec les siens, Tony Bolamba a parcouru plusieurs kilomètres à pied pour entendre de vive voix les doléances des habitants de Mbandaka, mais aussi leurs encouragements vis-à-vis de sa gestion qu'il qualifie de rigoureuse afin de faire développer la province de l'Équateur. Arrivé dans la capitale congolaise le vendredi 11 novembre 2016, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont échangé avec plusieurs personnalités et acteurs politiques, dont le président de la République, Joseph Kabila Kabange. L'échange a porté essentiellement sur les questions relatives au mandat du président de la République ainsi qu'à l'organisation des élections. Après Kinshasa, les 15 représentants de pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont arrivés ce dimanche 13 novembre à Beni, au Nord Kivu, après un bref escale à Goma. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, et Marcelin Tichambo, gouverneur du Sud Kivu, accompagnent cette mission. Les territoires de Beni étant l'un des territoires de la RDC où la situation sécuritaire est encore volatile du fait de l'activité de groupes armés, notamment les ADF, qui sont accusés de commettre plusieurs tueries civiles. Cette délégation prévoit des rencontres avec les acteurs sociopolitiques et administratifs. Une conférence de presse va clôturer la visite dans cette région de l'Est du pays. Notons que cette visite s'inscrit dans le cadre de la décrispation du climat politique qui s'est tendu ces dernières semaines en RDC. C'est dans les villages de Kyoto et de Luanga, au sud du territoire de Lubero, dans le Nord Kivu, qu'on observe depuis le week-end dernier de vives tensions qui font suite à des affrontements entre les membres de la communauté Nandé et Hutu. Selon de sources locales, ce groupe présumé Maïmaï Mazembe, proche de la communauté Nandé, a incendié ce lundi plusieurs maisons appartenant à certains membres de la communauté Hutu.
Une situation qui a dégénéré en affrontement meurtrier dans cette partie est du pays après une réplique de jeunes Hutus dans les villages de Bouambali. Ces mêmes sources affirment que 6 personnes en ont succombé et plusieurs maisons ont été incendiées au cours de ces 2 actes. L'ONG CEPADO appelle l'armée à neutraliser toutes les forces négatives dans la zone. Interrogé par la radio onusienne, le porte-parole des opérations Sokola 1 indique que les forces armées sont au courant de cette situation. Ici est de signaler par ailleurs que pour l'heure, on observe un déplacement de population de Luanga et de Kyoto vers la localité voisine de Luofu. Célébrer chaque année le 14 novembre la journée mondiale du diabète est une initiative lancée par la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé en 1991. Cette commémoration ouvre la voie à un rassemblement de millions de personnes dans le monde entier pour une vaste campagne de sensibilisation préventive contre la diabète. Étant une réponse aux inquiétudes liées à l'incidence croissante du diabète dans le monde, la journée mondiale du diabète est célébrée dans le monde entier par plus de 200 associations membres de la Fédération internationale du diabète réparties dans plus de 160 pays dans les États membres de l'Union européenne et organisations ou entreprises professionnelles de la santé ainsi que par de personnes souffrant de la diabète et leurs familles. Les principaux messages lancés au cours de cette commémoration sont connaître les risques et les signes précurseurs du diabète, savoir comment faire face au diabète et vers qui se tourner, savoir comment gérer le diabète et en prendre le contrôle. Ici est par ailleurs de signaler que cette journée est devenue une des journées officielles des Nations Unies par l'adoption de la résolution 65/225 avec pour but essentiel de diminuer le taux de mortalité lié au diabète dans le monde. C'est ce dimanche 13 novembre que le président américain nouvellement élu, Donald Trump, a nommé 2 des artisans de sa victoire à des postes clés. Il s'agit notamment de Reince Priebus, président du comité national républicain qui devient secrétaire général de la Maison-Blanche, et de Steve Bannon, haut conseiller et chef de la stratégie. Aux États-Unis, les nominations de Reince Priebus à la tête de l'administration Trump et de Steve Bannon comme chef de la stratégie sont accueillies avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. La nomination de Reince Priebus a été accueillie avec soulagement. Personne n'a objecté sur le choix de Reince Priebus qui doit rassurer l'establishment républicain, bien qu'ayant été très critiqué par les anti-Trump de son parti. Il a d'ailleurs œuvré pour que ces mêmes personnes qui n'aiment pas Trump se rallient à lui à la dernière heure. A l'inverse, le choix de Steve Bannon comme chef de la stratégie fait peur. Il a dirigé Breitbart News, un site d'information ultra-conservateur qui a toujours propagé des opinions racistes, antisémites, anti-musulmanes et en faveur de la suprématie de la race blanche. Steve Bannon a été le 3e directeur de la campagne de Trump et il a beaucoup contribué à la victoire du candidat républicain. Le président élu a finalement préféré Reince Priebus, notamment sous la pression de ses enfants, mais la présence de Steve Bannon à la Maison-Blanche ne manque tout de même pas d'inquiétude. Après l'élection surprise la semaine dernière de Donald Trump à la Maison-Blanche, le président sortant Barack Obama a entamé sa dernière tournée à l'international ce lundi 14 novembre 2016. Barack Obama vient dire au revoir à l'Europe en tant que président des États-Unis, lui qui a toujours plaidé en faveur de l'Union européenne. Avant de terminer sa tournée au Pérou, pour un ultime sommet de la PEC, le président sortant des États-Unis se rendra en Allemagne puis en Grèce. Barack Obama tenait à dire au revoir à Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a également convié les chefs d'État et de gouvernement français et britanniques à Berlin cette semaine. Ici est de noter que c'est pour la 6e fois que le président américain sortant se rendra en Allemagne, preuve de son attachement à ce pays. Barack Obama s'était engagé contre le Brexit et a toujours encouragé l'Europe que n'importe quel autre président. Alors que maintenant, avec Donald Trump, l'incertitude s'installe. Obama a choisi l'Europe pour son dernier voyage, une manière pour lui de rappeler la tradition commune des démocraties libérales. Il s'agit donc pour Barack Obama d'un voyage politique, mais également symbolique puisque le président américain a choisi de se rendre en Grèce où il n'est jamais allé en tant que président. C'est le dimanche dernier que la Guinée a reçu la RDC à Conakry
pour le match de la deuxième journée de phase de groupe des éliminatoires mondiales 2018. Un match qui s'est soldé par un score des débuts en faveur de la RDC. La première période a été largement dominée par les Guinéens qui n'ont pas manqué de marquer les premiers buts de la rencontre à la 23e minute sur penalty transformé par Seisuba Souma après une faute de la main sur la surface de réparation de Padou Bompunga. Autour de la pause, la RDC revient dans son match et essaie de faire de son mieux. C'est à la 53e minute que les Léopards égalisent par un but signé Neskins Kebano. 2 minutes plus tard, Yannick Bolassi, d'une frappe du côté gauche, enchaîne la marque pour les Léopards et le match bascule en faveur de la RDC. Au dernier quart d'heure, les Guinéens reprennent le contrôle avec les tentatives d'égalisation qui restent en vain. Après cette victoire, la RDC a repris la tête du groupe A avec une différence de 5 buts marqués devant les Aigles de Carthage qui ont aussi 6 points. C'en est fini pour cette session d'information dont voici l'essentiel de l'actualité. C'est dans l'attente d'un gouvernement d'union nationale prévu pour ce 14 novembre que le président Joseph Kabila Kabange a reçu dans la matinée de mai de Matata Pogno sa démission et celle de son gouvernement au Palais de la Nation. Une première phase qui ouvre l'échéance de la publication d'un nouveau gouvernement qui assumera ses fonctions pendant la période de transition. Après 3 semaines de travail à Kinshasa, Tony Bolamba regagne sa terre natale sous un accueil chaleureux réservé par les siens, content de les retrouver. Le gouverneur de l'Équateur profite de ces retrouvailles pour lever l'équivoque de rumeurs selon lequel il ne retournerait plus à l'Équateur après l'annonce faite par la direction de migration de l'aéroport d'Ndjili. Et enfin, les Léopards de la RDC ont franchi les caps de la deuxième journée des éliminatoires mondiales Russie 2018 après sa victoire face au Sili guinéen à Conakry. En attendant ce match aller de la 3e journée qui opposera les Léopards de la RDC à la Tunisie, les Léopards confirment leur première place dans le groupe A. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette note que nous bouclons notre édition de ce lundi. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur la BSC TV.